Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous parle des dates de péremption. Gros sujet aujourd'hui, les dates de péremption, c'est toujours un sujet controversé. Il y en a qui jettent 2 semaines avant, puis il y en a qui jettent 2 semaines après. Alors, sur vos contenants, vous avez deux expressions. Vous avez l'expression qui dit « consommer avant ». Alors ça, cette expression-là réfère à la teneur nutritive. On la retrouve, par exemple, sur les laits UHT de type Grand Prix, sur les laits maternisés, la nourriture pour bébé, les compléments et les substituts de repas. Quand on a cette allégation-là, on recommande de respecter les dates, non pas parce que les produits ne sont plus bons, mais parce que les qualités nutritives ne sont plus garanties. La date meilleure avant ou le best before, alors c'est celle-là qu'on retrouve le plus souvent, nous renvoie à la qualité, c'est-à-dire à la fraîcheur et aux valeurs nutritionnelles de l'aliment et non à sa toxicité. Et cette date-là, elle est vraie pour les produits qui n'ont pas été ouverts, qui n'ont pas été abîmés, qui ont été entreposés correctement selon le mode de conservation du produit en question. Ces produits-là ne sont pas nécessairement plus bons ou toxiques, mais leurs qualités gustatives, texturales, peuvent être altérées si on dépasse cette date. Il y a une législation qui existe pour ces dates-là. Alors, un produit qui est préemballé, dont la durée de conservation est de moins de 90 jours, doit porter sur le produit la date limite de conservation, donc le meilleur avant ou best before, et les conditions d'entreposage si le produit a été emballé ailleurs qu'au lieu de vente. Pour les produits frais qui ont une durée de conservation de 90 jours ou moins, il y a 2 choses qui s'appliquent dépendamment si elles ont été emballées sur place ou si elles ont été emballées à l'extérieur de l'endroit de vente. Pour les produits qui ont été emballés sur place, où est-ce qu'ils sont vendus, la date de péremption doit être écrite soit sur le produit ou soit sur une affiche à côté du produit. Alors, cette affiche-là doit avoir bien sûr la date et les conditions d'entreposage. Par contre, si le produit a été emballé à l'extérieur du lieu de vente, je vous donne un exemple, par exemple, les salades qui sont prélavées. Ce type de produits-là doivent porter directement sur le paquet la date de péremption et aussi la condition d'entreposage. Ces informations-là doivent apparaître clairement sur une face ou l'autre de l'emballage, mais pas en dessous. Pour le potage aux légumes, on a besoin de un quart gras, de l'huile ou du beurre, de l'oignon, de l'ail, des légumes assortis qui sont moins beaux, des pommes de terre, du bouillon de légumes ou de poulet. Moi, j'assaisonne avec un petit peu d'herbes salées, du sel et du poivre. Si vos légumes sont mous ou un petit peu moins beaux, alors moi, j'aime bien ça les virer en potage. Pour faire mon potage, ce que je fais tout simplement, c'est que dans un petit peu d'huile, je vais faire suer des oignons et de l'ail. Au bout de quelques minutes, je vais ajouter tous mes légumes et je prends soin toujours d'inclure des pommes de terre et vous allez constater que je n'ai pas pelé les pommes de terre. Un coup que je vais avoir passé ça au blender, il n'y a plus rien qui va apparaître. Alors, on ajoute tous les légumes. Je vais y aller comme ça. Dans ça, j'ai des ravioles, j'ai des courgettes qui commençaient à mollir. J'ai du brocoli puis du chou-fleur qui étaient un peu moins beaux. Bien sûr, les brocolis, j'ai mis les troncs. Et voilà. Mes carottes qui n'étaient pas super belles non plus, mais que j'ai pas pris le temps de peler. Au blender, il n'y a plus rien qui va apparaître. Et du panais aussi qui était un peu flétri. Alors, j'envoie tout ça dans mon chaudron. Je vais mettre mon bouillon. Je vais ajouter des pommes de terre pour épaissir, puis ensuite,
Je porte ça à ébullition jusqu'à temps que ce soit bien cuit. Et puis, je vais passer ça au robot culinaire ou au blender pour me donner une belle texture crémeuse. Il faut que je presque couvre mes légumes pour que le liquide arrive égal aux légumes. Alors, on va compléter avec de l'eau, tout simplement. Comme je me suis fait des herbes salées cet été, alors je vais assaisonner ça avec une belle cuillerée à soupe d'herbes salées. Hop. Je vais attendre avant d'ajouter du sel parce que je sais que le bouillon que j'ai utilisé était salé. Alors, je vais attendre d'avoir passé mon potage avant de dire que j'ajoute du sel. Je vais porter ça à ébullition jusqu'à temps que mes légumes soient très bien cuits. Les produits dont la durée de conservation est de plus que 90 jours n'est pas tenu d'inscrire ou de déclarer une date limite de conservation ou une date d'emballage. Si ces informations-là figurent sur le produit, c'est sur une base volontaire. Ceci dit, les numéros de lot sont obligatoires. Ce qu'on aime des dates sur les produits, particulièrement les produits secs, c'est qu'elles nous permettent de faire une rotation des stocks. Mais ce qu'on n'aime pas sur le fait que ces dates-là figurent sur nos produits secs encore, c'est que c'est la cause d'un très grand gaspillage alimentaire. Par contre, en Europe, tous les aliments qui sont sur les tablettes doivent être datés. Alors, c'est ça qui nous mélange un petit peu. Avec les réseaux sociaux, Internet, bien, on a accès à la législation partout, puis des fois, on mélange tout. De la crème et du lait. Alors, en ajoutant un petit peu de lait et de crème dans mon broyeur, bien, ça va nettoyer en partie le bol du robot, fait que ça va être beaucoup plus facile à laver après. Et voilà. Le but, c'était pas de faire de la crème fouettée, mais ça va être parfait pour notre crème. Ça va venir l'adoucir beaucoup. Ce beau potage-là, même si on a mis de la crème et du lait dedans, on peut le faire congeler sans aucun problème. Quand vous allez le faire décongeler et réchauffer, vous allez passer un fouet vigoureusement dedans, puis il devrait revenir tout beau. En goûtant mon potage, je m'aperçois qu'il y a une légère amertume en fin de bouchée et il y a aussi un petit caractère sucré que si je vais chercher, je vais bonifier son goût. Alors, c'est ce que je vais faire. On va mettre un petit peu de cacao. Et là, quand je parle d'un petit peu de cacao, c'est pas une cuillère à thé, c'est vraiment 1/8 de cuillère à thé, pas plus que ça à la fois. Ça va venir casser l'amertume. Les tanins du cacao vont venir casser l'amertume. On pourrait utiliser une touche de café instantané aussi, ça aurait le même effet, ou une touche de thé noir aussi infusé, bien entendu, ça aurait le même effet que ça. Mais il faut vraiment y aller avec parcimonie. Ensuite, le sirop d'érable pour venir adoucir là, la saveur, on va le faire aussi. Là, on pourrait ajouter ça directement par-dessus notre potage et bien brassé, mais comme on a sali notre blender, on va se faciliter la vie en mettant tout ça dans le blender. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre du potage dans mon bol, je vais ajouter mon cacao et du sirop d'érable, et puis ensuite, je vais venir reverser ça dans mon potage, comme ça, il va se mélanger beaucoup mieux.
Quand je vais servir ça, généralement, je vais ajouter un petit peu de crème sûre ou bien un petit morceau de brie là-dessus. C'est vraiment fantastique. Les dates de péremption ne sont pas obligatoires sur les fruits et légumes, par exemple, qui sont préemballés. S'ils sont coupés ou râpés, c'est une autre chose. On se réfère à ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, à savoir la règle du 90 jours s'ils sont préemballés sur place ou à l'extérieur. Elles ne sont pas obligatoires non plus sur les produits préemballés, individuels, qui sont servis avec un repas ou un casse-croûte dans un restaurant ou une entreprise commerciale. Par exemple, si on vous sert un petit muffin préemballé dans un restaurant, ce n'est pas obligatoire que la date y soit, puisqu'ils sont destinés à être mangés immédiatement. Les produits en portions individuelles qui sont préemballés et qui sont vendus dans les machines distributrices, par exemple les sandwichs, les gâteaux, les muffins, ne sont pas tenus non plus d'avoir une date. Et ce petit bout-là, moi, il m'agace un peu parce que je ne peux pas savoir à quel moment elles ont été faites et jusqu'à quand elles seront bonnes. Pour la recette de pain aux bananes, vous allez avoir besoin de 2 tasses de farine de blé entier, 1/4 de tasse de graines de lin moulues ou un autre quart de tasse de farine, 1 demi-cuillerée à thé de poudre à pâte, 1 demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude, 1 demi-tasse de beurre température ambiante, 1 demi-tasse de sucre blanc, 2 œufs, 2 cuillerées à thé de vanille, 4 bananes très mûres et empurées, 1 demi-tasse de yogourt nature. Alors, c'est une recette assez standard. Bien sûr, on prépare notre four à 350, on beurre et on enfarine un moule à pain. Ensuite, dans un grand plat, on va mettre tous nos ingrédients secs qu'on va mélanger ensemble. Et dans un autre contenant, on va mettre notre purée de banane avec tous les autres ingrédients qui sont humides. Et on va mêler les deux préparations ensemble. Le pain aux bananes, c'est un grand classique, mais ce qui est important avec cette recette-là, c'est que quand vous faites des pains aux bananes et que vous utilisez des bananes qui ont été congelées, c'est important que vos bananes aient été réchauffées avant de les mettre dans la recette pour être sûr que votre pain lève bien. Quand mes bananes sont en purée, je vais ajouter le beurre et le sucre et la vanille. Ensuite, les œufs. Et pour terminer, le yogourt. Si c'est du yogourt à la vanille que vous n'êtes pas sûr que vous allez manger assez rapidement, bien, diminuez le sucre de moitié et enlevez la vanille. Ensuite, je mélange mes deux mélanges ensemble. Hop. Je vais utiliser ma spatule. J'aime mieux ça dans ce cas-ci. On verse ça dans le moule à pain. Dans la recette, il nous demande un moule à pain, mais moi, j'en ai pas, fait que j'ai juste pris un petit moule rond. C'est parfait. Et on envoie ça au four 35 minutes ou jusqu'à temps que, quand on pique un cure-dent, le cure-dent ressorte sec.
La date de péremption est passée, mais c'est-tu encore bon? Le lait, s'il n'est pas ouvert, c'est bon encore jusqu'à 2 semaines après la date. Le lait régulier a une durée de vie de 22 jours généralement, tandis que le lait ultrafiltré, on parle d'une durée de 42 jours. Mais dans les deux cas, si ce n'est pas ouvert, on peut extensionner. Par contre, si le lait est ouvert, on vous propose de le consommer dans les 10 jours suivant l'ouverture. Le yogourt maintenant, quel sujet de controverse! Alors, si les yogourts sont ouverts, on parle d'une durée de conservation de 7 à 10 jours après la date. Et si le contenant n'a pas été ouvert, bien là, ça peut être bon encore plusieurs mois après la date qui est écrite dessus. La date meilleure avant, habituellement, est de 4 semaines à partir du moment où est-ce que les œufs passent au tri. Mais vous pouvez vérifier. Si l'œuf flotte, ça veut dire qu'il n'est pas très frais, et s'il coule, ça veut dire qu'il est frais. Mais s'il flotte, ça ne veut pas dire qu'il est plus bon complètement ou qu'il a perdu ses valeurs nutritives. Ça veut juste dire que l'œuf n'est plus d'une catégorie A et il pourrait manquer d'humidité, donc le jaune serait un peu plus sec et le blanc très liquide. Les viandes, la volaille, le poisson, les fruits de mer, les charcuteries, les pâtés, je vous recommande de ne pas trop dépasser les dates. Si les viandes sont fraîches et qu'ils ont été travaillées mécaniquement, par exemple, la viande qui est hachée ou bien piquée, on ne dépasse jamais la date qui est dessus, à moins qu'elles aient été congelées avant cette date. On doit être prudent aussi avec les pousses et les germes, l'humus, le fromage à pâte molle, les produits végétaux dans l'huile, les salades, les pâtes déjà toutes faites. Comme ils contiennent beaucoup d'humidité, que le pH est idéal, que les nutriments sont disponibles, qu'il y a de l'oxygène et que la température n'est pas sous le point de congélation, ces aliments-là sont très propices à la prolifération de bactéries qui pourraient être pathogènes. Pour les fondus au parmesan, on va avoir besoin de 2 cuillerées à table de beurre, 1/4 de tasse de farine, 1 tasse de lait, 2 tasses de fromage à pâte ferme et plus le fromage est fort, plus votre fondue parmesan va être goûteuse, 1 cuillerée à thé de moutarde sèche, 1 cuillerée à thé de poudre d'oignon, 1 demi-cuillerée à thé de poudre d'ail, 1/8 de cuillerée à thé de muscade, du sel et du poivre au goût. Pour la panure, on va prendre 1 demi-tasse de farine, 2 tasses de chapelure au choix, 2 œufs, 1/4 de tasse de lait et de l'huile végétale pour la cuisson. Pour commencer, je vais mélanger toutes les épices à ma farine parce que ça va être beaucoup plus facile comme ça. La petite muscade. Dans ma casserole, je vais faire fondre mon beurre et ensuite, quand mon beurre va être fondu, je vais ajouter ma farine. Après avoir mis la farine, j'attends que ça cuise peut-être 1 minute et puis je vais ajouter le lait en fouettant vigoureusement. Vous allez constater que ça donne une béchamel, mais vraiment très épaisse. C'est ça qu'on veut. Alors, quand la béchamel elle est prête, on va enlever notre fouette de là parce que sinon, on va s'ennuyer notre mère. Et ensuite, je vais venir ajouter mon fromage dedans pour qu'il fonde. Et puis, au besoin, on va rallumer notre feu à feu très doux pour que ça fonde doucement, mais pas fort pour pas que ça colle. Ici, dans ma tasse, j'ai 2 tasses de fromage. J'ai un mélange de parmesan, de cheddar,
de Monterey Jack au jalapeno. Alors, l'important, c'est d'avoir des fromages à pâte ferme pour que notre fondu parmesan se tienne bien. À la maison, ce que je fais souvent, c'est que je congèle mes petits bouts de fromage, mes petits restants de fromage qui finalement ne se mangent pas. Les jus qu'on achète dans les comptoirs réfrigérés sont bons plusieurs jours après la date de péremption s'ils n'ont pas été endommagés et s'ils n'ont pas été ouverts. Mais comme tous les autres jus, ils doivent être consommés dans les 10 jours suivant l'ouverture. Ceci dit, faites attention parce que si les jus n'ont pas été pasteurisés, leur durée de conservation est de 3 jours. Les bouteilles d'eau sont bonnes au moins 12 mois après la date, si et seulement si elles ont été bien entreposées. Il ne faut pas qu'elles aient passé plusieurs jours dans l'auto à la chaleur intense. Les aliments mis en conserve, si les contenants ne sont pas brisés ou rouillés et s'ils sont entreposés dans un endroit adéquat, c'est-à-dire sec avec des bonnes conditions de température et de lumière, ils se conservent presque à la vie à la mort. Si elles sont gonflées ou rouillées, par exemple, on les jette. Les condiments comme le ketchup, la relish, la moutarde, ça aussi, ça se conserve vraiment très longtemps après la date de péremption. S'ils ont bien été conservés, le chocolat peut se consommer au moins 2 ans après la date. Les produits secs, au moins 3 ans après la date. Et là, je parle du riz, des lentilles, des pâtes, de l'orge. Les farines se conservent très longtemps après la date si vous les conservez au congélateur. Ça va les empêcher de rancir. Ces ingrédients-là se conservent aussi au congélateur très longtemps et comme la farine, dans des contenants hermétiques. Et voilà, notre fromage est tout fondu. Regardez qu'est-ce que ça donne comme texture. C'est vraiment de la pâte à fromage fondu, là. Comme ça, c'est ça qu'on veut. Là, un petit secret de chef, si vous souhaitez vous faire une fondue au fromage, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de mettre un quart de tasse de farine, vous allez mettre à peu près 2 cuillerées à soupe de farine. Alors, votre pâte, ici, ça va devenir quelque chose de plus liquide et puis vous allez pouvoir servir ça là, avec des croûtons puis des légumes, ça va être parfait. J'ai tapissé un petit plat d'une pellicule de plastique. Alors, la fondue au fromage n'est pas si chaude que ça parce que le fromage est fondu. Regardez, je mets mon doigt dedans puis c'est pas chaud, là. Alors, je vais venir mettre ma fondue dedans, comme ça. Et voilà. Et puis, je vais venir la répartir là, également partout. Puis, je vais frapper mon plat sur le comptoir pour enlever les bulles d'air. J'envoie ça au frigo pour au moins 2 heures. Dans un bol, je vais casser mes œufs. Je vais ajouter mon lait pour délier mes œufs. Et je vais bien battre. Au bout de 2 heures, on va sortir ça du frigo et on va couper en carrés de 1 pouce par 1 pouce à peu près. On va faire ensuite ce qu'on appelle une panure à l'anglaise double. Alors, une panure à l'anglaise, c'est toujours la même chose, farine, œuf, chapelure. Puis quand on la double, ça veut dire farine, œuf, chapelure, œuf, chapelure. On la triple, farine, œuf, chapelure, œuf, chapelure, œuf, chapelure. OK? On peut paner jusqu'à 4 fois comme ça si on veut vraiment une panure très épaisse. C'est sûr que quand on fait frire dans un bain d'huile, on a besoin que notre chapelure soit épaisse pour pas qu'elle fende, justement. Nous, ici, on n'ira pas en bain de friture, on va y aller dans une poêle. Alors, c'est moins, entre guillemets, problématique parce qu'on n'aura pas à aller la repêcher dans le fond de l'huile. Alors, farine, œuf, chapelure. Et pourquoi farine? Pour que l'œuf colle. Puis pourquoi l'œuf? Bien, pour que la chapelure colle. Voilà.
J'ai choisi une panure italienne parce que moi, j'aime ça, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre sorte de panure, panko, régulière. Vous pouvez l'assaisonner comme vous le choisissez aussi. Les restants maintenant, les petits plats qu'on a cuisinés. En général, s'ils ne sont pas restés sur le comptoir pendant plus qu'1 heure, on peut le consommer dans les 5 jours suivant leur fabrication. Idéalement, on les range le plus rapidement possible après leur cuisson. Si vous pensez ne pas les consommer durant ces 5 jours-là, il est préférable de les congeler. Un petit truc pour congeler, par exemple, vous pouvez refroidir complètement vos mets au réfrigérateur et quand vous êtes prête à le mettre au congélateur, ouvrez le couvert, essuyez l'eau qu'il y a sur le couvercle et remettez au congélateur. Ça va éviter qu'il y ait beaucoup d'eau quand vous allez décongeler votre petit plat. Dans une grande poêle, on va mettre un petit peu d'huile pour qu'il y ait à peu près 1 cm d'huile qu'on va faire chauffer et on va venir faire frire nos fondus parmesan de tous les côtés. La meilleure façon de savoir si notre huile est prête ou non, c'est d'aller vous mettre un petit morceau de légumes, un petit cube de carottes, moi ce que j'ai mis ici, ça pourrait être de l'oignon, et quand il frit comme ça veut dire que c'est prêt. Alors c'est dans cette huile, à cette température-là, que je vais aller mettre mes fondus. Et quand vous les congelez, la manière de les faire décongeler, ça va être tout simplement de les prendre congelés, de les mettre sur une tôle à biscuits, vous envoyez ça dans un four préchauffé à 425 une quinzaine de minutes. Et c'est prêt! Quand c'est bien doré, vous servez immédiatement. Vous pouvez servir ça comme ça avec une petite salade ou bien avec une sauce tomate pour faire trempette aussi, c'est excellent. Quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas perdre ce qu'il y a dans le frigo? Bien, c'est bien simple, on met tout dans le congélateur. À peu près tout se congèle, c'est juste que la texture peut être un petit peu altérée. On peut congeler du lait ou de la crème qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour cuisiner. Puis moi, je vous propose de la congeler en contenant dont vous allez vous servir pour une recette. Alors, moi, je ne congèlerai pas un 2 litres de lait complet, je le congèlerai en tasse, par exemple. Merci d'avoir été avec moi cette semaine. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes y sont. Et je vous attends la semaine prochaine. Je vais vous donner des petites recettes pour l'Halloween.